pâturage, je suppose. Bonjour. Bonjour, bienvenue à bord du projet Tourville. T'as fait bon voyage? Oui, très bien, très bien. D'accord, t'as dormi à la maison des compagnons hier soir? Oui, à Bourbourg. Salut Maxime, ton chef de chantier, charpentier de marine. Donc c'est lui qui va t'encadrer avec Jean-Edouard pendant ton séjour. Ok. Voilà, bon, je te propose de te faire découvrir vite fait le projet, parce qu'après on doit partir. Hein. Donc ici, tu vas découvrir le chantier. Tu découvres notre gros bébé. Voilà. Alors, tu as peut-être entendu parler de l'Hermione avant le soir. Un peu. T'imagines que l'Hermione, c'est une église ou c'est une cathédrale. L'Hermione, on pourrait la mettre dedans. Ouais, ok. Hein. Donc là, c'est un vaisseau de la fin de la première marine de Louis XIV, du XVIIe siècle, armé de 84 canons. Okay. Jusqu'à 700 personnes à bord d'un vaisseau comme ça. Ah ouais. Voilà, donc là, tu rentres dans l'intérieur du jambard. Ouais. Alors, bien sûr, tu as l'arcasse à l'arrière, la poupe, hein, Ok. qui est à 17 mètres de haut. La proue à l'avant, 12 mètres de haut. Ici, au milieu du bateau, on sera à 15 mètres de haut. D'accord. Et bien là, c'est le niveau de l'eau. On est 6 mètres sous l'eau ici. Ok. Il y a encore 2 allonges à venir au-dessus. 6 mètres sous l'eau. Ouais. 3 ponts au-dessus de nous. Ok. Et là où il y a la croix, c'était la salle du conseil où était l'amiral et ses officiers. Ok. Voilà. Donc tu vois des très grosses pièces qu'on était en train de mettre en place. Ouais. En fait, tout est surdimensionné ici. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Ouais. C'est quoi les sections des... 30-30, en gros, 30-30. Donc on part sur des arbres qui ont en diamètre en moyenne 90, 85, 90, jusqu'à 110, 120, 130 pour certains. Et tout à l'heure, tu verras un gros pépère d'ailleurs. Il fait 130 de diamètre. D'accord. Là, tu vas voir la dalle de traçage. Donc c'est là où on fabrique nos pièces, les pièces du jambard. Donc là, tu as 2 pièces en cours de réalisation. Alors quand on n'a pas une pièce suffisamment grosse et suffisamment courbe, eh bien, ils vont le faire en 2 parties qu'ils vont assembler par trait de Jupiter. Ok. Voilà. C'est quand même des gros PV. Et ce que je te propose, c'est qu'on parte en forêt. Ça très et bien. puis avec Maxime, tu vas voir comment on s'y prend pour justement arriver à aboutir à ces pièces-là. Ok, on y va? Ok, très bien. Allez, c'est parti. Le bonheur, là. C'est un rêve un peu fou, un projet colossal, commencé 30 ans plus tôt par Christian Cardin. Celui de bâtir un vaisseau de la Marine royale de Louis XIV. Comme au XVIIe siècle, c'est en forêt qu'il choisit les piliers de cette cathédrale maritime. Allez. Ah, messieurs de l'ONF, bonjour. Je vois qu'il y a déjà un gros pépère ici, là. Ah oui, on peut aller le voir. Ah oui. Le JB26, Maxime, tu l'avais bien noté celui-là? Bon, c'est parfait, puis celui-là, il n'a pas l'air vilain. Donc non, il n'a pas l'air d'être vilain du tout. Il n'a pas l'air vilain, par contre, il doit être lourd. Hein. Ils ont eu du mal à le sortir, hein, donc vu le poids qu'il fait et la longueur. Donc là, vous avez retenu combien, là? À peu près 6 mètres, un bon 6 mètres. Ouais. À mon avis, il faut prévoir 6 mètres 50. Pour un vaisseau de premier rang de 84 canons comme celui qu'on construit, il faut à peu près 1800 mètres cubes de bois travaillé, ce qui revient à peu près à 3600 chaînes sur pied. C'est un bois qui tient bien l'eau de mer, qui est résistant mécaniquement parlant pour supporter la charge et les contraintes mécaniques. Donc oui, c'est parfait le chêne pour ça. Allez messieurs les bûcherons, à vous. Voilà, impeccable, c'est bien. On continue, on avance, parce qu'on en a un paquet à voir. Regardez tout ce qu'il y a encore à voir ici. On va faire cela. Là, il y en a un qui n'est pas vilain non plus. Il est très beau. Hein. Ah oui, alors, à mon avis, on peut en faire 2 dedans. 7 mètres et 7 mètres. Ouais. En gros, on nous laisse piocher dans ce qui est prévu à l'abattage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dans un endroit où ça n'a pas déjà été programmé. Et le gros avantage, c'est qu'on nous laisse le choix dès maintenant de dire celui-là, on peut le prendre. 13,40. 13,40, tu prends 2. Hop, c'est parti. 6,5, 6,5, c'est bien. Ah non, faut pas se tromper, non, ce serait dommage. Un arbre de 150 ans, 200 ans, on peut pas se permettre de le louper. C'est une fin de vie pour l'arbre, mais c'est une nouvelle vie qui arrive pour le tronc d'arbre. Ça, c'est clair.
on va pas utiliser ces arbres-là pour n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va utiliser des arbres qui ont une histoire pour construire un projet qui a une histoire et qui va rester dans l'histoire. C'est pour nous honorifique et je pense que si j'étais un arbre, j'aimerais bien servir à ça. Donc on est très humble et on fait très attention à ce qu'on fait pour ça. Et voilà, c'est beau, c'est quand même beau. Les charpentiers qui vont aujourd'hui tailler sur Notre-Dame, c'est des charpentiers qui vont avoir la chance de faire ce qui n'a pas été fait depuis 300 ans. C'est-à-dire que ça fait 300 ans que personne n'a fait ça. Et ben nous aujourd'hui c'est pareil. Et voilà. Moi quand je trace une pièce du Jean Bart et que je l'imprime et quand je la trace et que je la taille, je me dis ben ça n'a pas été fait depuis 300 ans. Moi j'espère qu'un jour le Jean Bart sera un symbole national aussi. Voilà. Mais comme l'Hermione l'est aussi, et on a la chance en France de pouvoir le faire, de pouvoir préserver notre patrimoine, de le conserver. Et si tu ne le fais pas aujourd'hui, demain ton métier va disparaître. Donc voilà. On le voit déjà sur pied. Sur pied, en forêt, on essaie d'imaginer un petit peu ce qu'on peut en faire dedans. Mais tant qu'on ne l'a pas amené ici en Syrie, qu'on ne l'a pas mis en l'air, regardé sous quelle forme et débité, on n'a pas encore défini précisément la pièce qu'on veut faire. Mais une fois qu'on a identifié qu'au cœur de la pièce, on faisait notre pièce principale, il faut qu'on imagine ce qu'on peut faire avec ce qu'on appelle le bois de découverte, ce qui est à côté, pour le valoriser soit dans le bateau, soit autrement, quoi. Et tu vois, regarde, tu sens l'humidité. Bien sûr, c'est vrai que c'est beau. Quand Et puis même même incroyable, le fil du bois est magnifique. Et ça sent. Mais là, par contre, il est très très beau. Ah ouais, bah ouais. Là, on est sur de la belle qualité. Voilà. Et le prix pour un arbre comme ça? Oh, un certain prix. Okay. En fait, ça se négocie. On dit pas les prix. Voilà. Ok. Donc celui-ci, il va continuer sa vie sur le Jean Bart. Donc il ne partira pas en Chine pour revenir en plancher. Donc ça, c'est bien. Ouais, tant mieux. Ça va être beau. Moi, je suis sur le Tour de France chez les compagnons. Je suis charpentier, du coup, charpentier bois. Pas l'habitude de faire des bateaux, on fait plutôt des maisons d'habitude. C'est une nouvelle expérience, quoi. Quelque chose que je ne sais pas si j'aurai l'occasion de refaire après. Le fait que ce soit une association, c'est vraiment différent d'une entreprise où le but c'est de ramener de l'argent. Là, le but c'est d'avoir un projet, de le construire, voilà. Donc c'est vraiment différent, c'est une nouvelle expérience, quoi. Et puis le milieu maritime, quoi. Enfin, ça m'attire aussi, quoi. La construction de ces vaisseaux du XVIIe siècle se faisait dans une logique compagnonique. Parce qu'à l'époque, on construisait sans plan. Et vous aviez des compagnons charpentiers de marine qui faisaient X temps sur un chantier à Toulon, à Brest, en Angleterre, en Hollande. Et cet esprit compagnonique, qui est donc une tradition gestuelle et orale, c'était pas écrit parce que dans une certaine façon, c'était jalousement gardé, quoi. On n'allait pas dévoiler ça en écrivant pour que d'autres puissent le lire. Donc pour moi, c'était important, cette idéologie de dire j'ai appris, je développe et je transmets à d'autres qui veulent être dans ma démarche, quoi. Et ça c'est bien. On est dans cette logique de bâtisseur de cathédrale du Moyen-Âge, simplement que nous, c'est une cathédrale maritime au lieu d'être une cathédrale en pierre, quoi. Tu peux te rapprocher de la taverne. Donc si tu baisses la flèche, on serait pas mal. Dans la main, copain. Voilà. Ok, maintenant tu peux aller vers l'avant du bateau, vers l'avant. Tu peux descendre le plomb. Peut-être encore un peu aller vers l'avant, on va voir ce que ça donne. Ok, ça va y aller. Vas-y, continue comme ça, tout doux, c'est parfait. Vas-y, continue comme ça, tout doux. Encore un peu. Allez, vas-y, on n'est pas loin de la vérité, attention. Et stop. C'est cool. Et là, c'est pas mal. Putain, ouais. Bah là, elle est bien. Hein. C'est bon, on reste comme ça. Il y a encore beaucoup à faire là. Non, bah, il me reste 3 plus les deux là. Je vais leur ramener comme ça, bah, Comme pour ça, ils continuer à mettre des vont allonges. finir leur Voilà. fixation. Voilà. Jean-Edouard,
Je ramène des clous pour toi continuer. Super. Et il y en a encore 3 ou 4 là-bas, je te les ramène. Ouais, t'inquiète pas, il y en a encore une paire à clouer. Ça va, tout va bien? Ouais, super, ça y va tout seul. Ça fait beau, hein? Le bois est beau, ouais. Ouais. Voilà les vieilles pièces sur lesquelles on pose. Elles sont déjà bien sèches. Donc elles ont bougé un petit peu, elles ont travaillé un petit peu, mais ça c'est normal, hein, c'est du bois, c'est une matière qui est vivante. Quand les pièces sont bien taillées, qu'on n'a pas trop de soucis sur les écartements de pièces, ça se fait tout seul. Après délicat, oui, parce qu'on manipule quand même des pièces de 600 kg, mais il faut toujours faire attention, de par la hauteur, de par la dimension des pièces, pas mettre ses doigts traîner partout. Et voilà, là aujourd'hui ça va tout seul, en plus il fait beau, donc le bois ne glisse pas, il n'y a pas de souci particulier. Maintenant on a tous les habitudes, on a tous nos postes de travail, on sait qui doit faire quoi à quel moment, donc ça tourne. Avant on mettait à peu près une bonne heure, 1h30 pour lever une allonge. Là ce matin on a levé une allonge à peu près en une demi-heure. Non, on sent que c'est rodé, on sent que ça y va, mais non, l'équipe bosse super bien, on a une bonne équipe là. Et bon, le temps est super aujourd'hui, tout se passe bien. Il n'y a pas de vent, donc on va pouvoir passer un petit moment convivial autour du repas, comme on essaie de faire dans ces moments-là, avec des employés bien nourris et bien contents, bien heureux. Le travail n'en est que mieux, quoi. Santé les copains. Tout le monde est là? Bon écoutez, on va trinquer à ce beau jour. Nous pouvons constater que le Jean Bart progresse. On approche de l'arrière, on approche du bout, donc merci à tous ceux qui participent au projet. Donc à votre santé à toutes et à tous. Santé. Et puis bonne continuité. C'est un peu long passé. Vous me dites s'il faut remettre un peu ou pas. En un instant, nous l'attaquons par son avant. À coup de hache, d'abordage, de pistolet, de mousqueton, nous l'avons mise à la raison. De pistolet, de mousqueton, nous l'avons mis à la raison. Attention. Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France, et mère pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Je suis un Normand et je suis d'une famille de marins et pour lequel la mer a toujours fait partie des histoires que l'on se racontait dans la famille. Et j'avais toujours en mémoire cette histoire de la bataille de la Hougue qui s'était passée au large de Saint-Valahougue, à quelques encablures de la côte. Et puis je me dis, mais il doit bien en rester quelque chose de ces vaisseaux, de ces super vaisseaux. En fait, je rêvais de ça un petit peu comme à l'époque, je me rappelle, je lisais Tintin et Rackham le Rouge, Le secret de la licorne. En fait, ça me faisait rêver, tous ces bateaux, ces grandes cathédrales maritimes qui étaient complètement sculptées, et ça me parlait d'aventure, etc. Et dans les années 82, je suis amené à travailler, à faire de la recherche minière sur la côte est du Cotentin, du côté de Saint-Valahougue d'ailleurs. Au bas de l'hôtel, en bas de l'hôtel, il y avait le Café du Port. Et le Café du Port, c'est là où se retrouvaient les marins qui rentraient de la pêche. Et un vieux pêcheur, Nanan Gournay, il s'appelait, au bout de quelques bières, il dit « Je crois savoir où elles sont tes carcasses. » Ah bon? Et on décide de faire une expédition, lui avec son petit bateau de pêche, moi avec mon Zodiac, et il m'emmène sur le lieu où pour lui il y avait quelque chose d'anormal, et on décide d'aller plonger, voir ce qui se passe. Alors bon, je plonge, il y avait 8 à 12 mètres de fond à peu près. Et là je commence à mettre à jour des grosses pièces de bois, progressivement aussi des morceaux de canon. Alors là commence l'aventure, en fait, commence l'aventure où progressivement vous êtes avalé, où ces immensités aussi, vous imaginez de bois qui sont sous l'eau, qui sont ensablés. Je dis, mais ça c'est pas normal, effectivement, il y a quelque chose qui correspond peut-être aux épaves de la Hougue. Alors, en tant que géologue de métier, j'avais l'habitude d'utiliser des photos aériennes. Donc je me dis, ces masses au fond de l'eau à 8 à 12 mètres de fond qui font d'énormes taches, ça doit se voir du ciel, quoi. Alors je décide d'aller à l'IGN à Paris à l'époque, et là, coup de chance. Un vol, mer
basse, soleil au zénith, parfaitement clair, on aperçoit mes 6 taches. Alors là, je me dis, ça y est, j'ai la preuve, cette fois vue du ciel, qu'effectivement, ce n'était pas une vue de l'esprit, ce que j'avais recherché et découvert. Donc je décide de déclarer à la DRASM à Marseille, qui est la direction des recherches archéologiques sous-marines, et qui gère tout ce qui concerne l'archéologie sous-marine. C'est Christian Cardin qui, le premier, nous a alertés sur la localisation de ces gisements. La bataille de la Hougue est connue, elle fait partie de l'histoire maritime française. C'était les plus gros vaisseaux en fait de la marine. Et donc c'est des navires qui se sont perdus, qui se sont échoués et ont été brûlés à l'issue de la grande bataille de la Hougue qui a opposé la force navale française commandée par l'amiral Tourville et les flottes coalisées anglo-hollandaises. Et donc moi j'ai découvert un peu tout ça, l'histoire de la bataille de la Hougue, je la connaissais, puis Christian nous alerte sur ces épaves. Je suis venu en 85 et 86 faire de premières expertises de ce site. Et là je découvre qu'il y a là un énorme potentiel. Et à partir de 90, je me suis retrouvé à y travailler pendant des années, 2 à 3 mois par an, une partie de ma vie en réalité. Ça reste sans doute un des sites assez extraordinaires du littoral français. Bonjour l'équipage. Bonjour, bonjour. C'est parti pour les épaves de la Hougue. On va arriver sur les épaves là. Elles sont là au niveau des bouées cardinales là-bas. C'est magique Michel, on va arriver dessus. Oh là là là. 40 ans plus tard. Vous avez donc l'île de Tatillou là-bas. Donc on est dans la zone, elle est là, ici. Et là, vous avez 6 épaves qui sont, enfin 5 exactement ici, puisque la 6e, le terrible, on n'a jamais retrouvé. Et quelque part plus au nord ici. Et donc là, vous avez entre 8 et 12 mètres de fond, ça dépend des marées. Ah, c'est des heures. J'en ai passé des heures et des jours et des mois, 8 heures par jour de plongée. Généralement, on avait une visibilité assez médiocre de l'ordre de 3 mètres de visibilité. Mais comme on ne fouillait pas sur l'ensemble d'une épave, mais sur des carrés qui faisaient 1 ou 2 mètres de long sur 2 mètres de large, on savait sur le plan général où on se trouvait. Et de toute façon, on avait toujours un briefing avant de plonger pour dire, voilà, toi tu vas plonger dans telle zone, il faut faire ça, ça et ça. Donc on sait exactement ce qu'on allait faire. Et il n'y avait pas de problème, quoi. En fait, les 3 quarts du temps, on ne savait pas ce qu'on remontait. On apercevait quelque chose qui avait une forme anormale, qui avait un poids anormal. C'est pour ça qu'on a remonté des plombs, du bois, des trucs en bronze. Parce que c'était dans de la gangue, c'était complètement amalgamé. Et la surprise, c'était quand on rentrait à terre, ou le soir, parce que la plongée, c'était une chose, mais quand on rentrait, il fallait décortiquer tout ça. Il fallait faire les croquis, il fallait relever tout ça. Et là, on découvrait la pièce. Et après, c'était échantillonné, etc. Je dirais que c'est presque des aventures qu'on ne vit qu'une fois dans sa vie, quoi. Et de pouvoir travailler sur des sites aussi exceptionnels. Là, on est sur l'histoire. Quand on parle de l'histoire, là, on est dessus, quoi. Alors sur les fouilles de Saint-Valahougue, c'est pratiquement 6000 heures de plongée. Et je crois qu'il y a au moins une quinzaine de nationalités qui y ont participé. Donc oui, ça a été en son temps, en tout cas dans les années 90 à 95, ça a été le chantier de référence dans le monde. On en a eu d'autres après, mais en tout cas celui-ci a compté. Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu à l'esprit, c'est que nous devons au public de lui restituer cette part de cette mémoire figée, immergée. Évidemment, l'écueil, c'est souvent de trouver le musée qui va accepter de porter dans ses collections et de présenter au public les collections que nous avons mises au jour. Et donc, le musée de l'île Tatillou, ce musée maritime, ça me paraissait absolument essentiel. Et au fond, c'était au-delà de la recherche scientifique, c'était la finalité, je pense, de notre travail. C'est ce qui permet, au contraire, de permettre au public de s'approprier cette part d'histoire maritime qui est la sienne et de lui expliquer qu'il n'est pas sans racines, qu'il a des racines maritimes considérables.
En tout, ce sont 600 objets qui ont été remontés des épaves de la Hougue. Ah, cette fameuse poulie de Dries, là, elle est extraordinaire. Quand on voit la taille d'une poulie comme ça... C'était fait pour hisser la grande vergue, des vaisseaux qui pesaient des tonnes. Avec sa voile lourde. Non, elle est magnifique, c'est une très belle pièce, c'est magnifique. Et cette pièce-là, j'ai failli me noyer pour la remonter. Parce qu'en fait, juste en fin de plongée, j'aperçois ce truc-là. Mais j'avais plus d'air dans ma bouteille. Et je me dis, si jamais je ne le remonte pas maintenant, il est perdu parce que d'une plongée sur l'autre, la mer aurait changé tout ça. Et je risquais de jamais le retrouver. Donc j'ai remonté 25 kilos quand même. Ah oui. Alors 25 kilos à bout de bras, en nageant, sans air dans sa bouteille. Mais vraiment, heureusement qu'au dernier moment, on m'a attrapé du bateau, sinon je le lâchais, quoi. Mais il est super. Et il a été dans mon salon pendant des années. Très très bien conservé. Et puis là, c'est pareil. Alors là, je suis vraiment heureux de voir que les 2 compas que vous avez ici, c'est 2 compas que j'ai retrouvés au début du chantier. Ça, c'est magnifique. Alors là, ce qu'on en a ici, en fait, c'est de la vaisselle pour des officiers. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Si on voit la hiérarchie, voilà. La différence. Tandis que l'équipage, en fait, ils écuellent en bois, avec une cuillère en bois. Hein. Voilà. Le matelot, il a son écuelle et sa cuillère, c'est tout. C'est quelque chose de fort, de très émouvant de voir dans quelle mesure en fait, ces pièces sont vraiment mises en valeur actuellement. D'utiliser ces cathédrales maritimes pour en faire un lieu de destination touristique dans ce cadre magnifique qu'est l'île de Tatillou, pour moi c'est une réussite aujourd'hui. Et puis eh bien, j'espère que ce que je suis en train de refaire avec la construction du Jean Bart, qui utilise une partie des données de ces épaves pour reconstituer ce qu'a pu être un de ces vaisseaux du XVIIe, qu'on va l'appeler le Jean Bart, puisqu'on construit sur le littoral de Dunkerque, qui est donc complètement contemporain à ce qui est présenté dans ce musée. Eh bien, je pense que j'aurais réussi tout ce parcours de vie, de revaloriser, de remettre en scène toute cette grande marine du XVIIe siècle qui a fait la gloire de la marine de France à l'époque. C'est quelque chose d'extraordinaire de reconstruire un vaisseau comme ça. Si on peut le faire, on a la matière archéologique, on a les connaissances historiques pour reconstruire un vaisseau, allons-y. On verra bien ce que ça donnera, mais si on attend 10 ans, on dit on le fait pas, est-ce que ça vaut le coup? Non. Bon, un projet comme ça, soit on dit on le fait, soit on le fait jamais. Comment je suis passé d'un seul coup du projet des épaves de la Hougue mise en valeur sur Tatillou à lancer la construction d'un tel vaisseau, eh bien, c'est parce qu'en fait, quand on passe presque 8-10 ans de sa vie à plonger des heures sur des masses immenses, on se met à rêver. On se dit, mais ce que moi je vois au fond de l'eau qui me fait vibrer, mais pourquoi le grand public ne pourrait pas aussi le partager avec moi? Et le seul moyen de le faire partager, c'est de faire renaître une de ces cathédrales maritimes, de le faire vivre à l'extérieur pour que les gens prennent la dimension de ces vaisseaux. C'est énorme. Et donc, j'arrive en octobre 92 dans le Nord. Le littoral de Dunkerque faisait partie des 2 ou 3 sites en France où le projet pouvait réussir d'un point de vue historique et d'un point de vue économique. Et ici, on s'est installé sur un terrain privé qu'on louait au départ, qui était une ancienne décharge, il n'y avait rien. Et puis on a commencé à aménager le terrain, à niveler, à reconstituer le sol au niveau de 8 points d'appui, parce qu'il allait falloir supporter 1400 à 1600 tonnes de charge sur un vaisseau comme ça, sans déformation du terrain. Donc on a fait ça, et puis progressivement, on a posé nos premières pièces de quilles symboliquement en décembre 2002. En fait, je pense que c'est une évolution au coup par coup. On se trouve avalé par un truc et puis on y va. Et tant qu'on ne m'a pas prouvé que j'avais tort, j'avance. Ce monumental vaisseau qui sort peu à peu de terre est baptisé le Jean Bart, en hommage au célèbre corsaire dunkerquois. En 1694, lors de la bataille de Texel, il sauva le pays de la famine en s'emparant d'un convoi de 120 navires chargés de blé. Ces actes de bravoure, accomplis au service du royaume de France, lui valent d'être anobli par le roi Soleil. Face à l'Angleterre et la Hollande, le littoral nordiste fait l'objet de toutes les attentions. Louis XIV implante à Dunkerque un puissant arsenal pour sa marine de guerre. Fortifiée par Vauban, la cité portuaire dispose d'un chantier de construction navale et d'un imposant complexe militaire pour abriter les vaisseaux.
Bon, c'est parti, monsieur. Vas-y, go, on y va. C'est le centre névralgique du projet. Toutes les pièces du jambard sont fabriquées ici. On va les travailler là, donc on va les tracer ici, on va les découper. Là, tout à l'heure, Baptiste et Gaëtan étaient en train de découper une des pièces du vaisseau. Les assemblages sont faits ici également. Donc toutes les pièces passent par ici avant d'être levées. Mais voilà, c'est un chantier qui est tout le temps vivant, tout le temps changeant. Je te fais un petit coup de main. Quand j'étais les bouts là. Tu peux le descendre? Ouais. Tu me dis stop? Ouais, descends encore un peu. Vas-y. Ouais, c'est bon, c'est bon. Vas-y, Serge. Attends, mets-toi bien tout de suite, Léo. Sortez là. Tac. Ouais, Oui. faut que sortez là. Vas-y, top. On y est? Ouais. Là, il est en train d'assembler 2 morceaux de pièces en trait de Jupiter pour faire une pièce. Donc, c'est un assemblage en forme d'éclair, d'où le nom trait de Jupiter. Et donc là, il a fait toutes ces étapes d'ajustage, vérification, parce que les assemblages vont être très précis, puisque c'est cet assemblage-là qui va maintenir toute la pièce et qui vont maintenir les pièces qui se trouveront dessus. Donc la précision est extrêmement importante. Donc voilà, maintenant Mathurin, là, depuis qu'il est là, depuis 6 mois, il a fait une dizaine de traits de Jupiter, donc il est rodé. Les premiers, on les a fait avec lui pour lui montrer, pour lui apprendre. Le premier était vraiment pas beau. Ouais, mais après, c'est le but de l'apprentissage aussi. Ouais. Nous, on est là pour ça et on nous a appris aussi. C'est des anciens qui nous ont appris et derrière, aujourd'hui, on retransmet ce qu'on nous a appris. Et on apprend aussi en même temps, puisque au final, on grandit avec eux, ils grandissent avec nous et c'est ça qui est l'intérêt du projet, justement. Surtout sur le jambard, où on est sur quelque chose qui n'a pas été fait depuis 300 ans. Donc nous, on apprend aussi en même temps, on essaye, on se renseigne beaucoup sur ce qui était fait à l'époque et on essaie de l'appliquer aujourd'hui. Et c'est ça qui est extraordinaire. Bon, du coup, ça donne quoi ton trait de Jupiter, Mathieu? Ouais, c'est pas trop mal. Hein. T'as un bon millimètre de jeu ici. Ah, mais lui, il est pas desserré. Tac. Voilà, ouais. ça colle nickel, ouais. Moi, c'est propre ici. Là, ça biche. Ouais, ça me va. Ça me va. Ok. Enfin, faut que ce soit nickel, faut que ce soit au dernier millimètre, quoi. C'est là où c'est le plus dur, en fait, parce qu'il faut vraiment se concentrer pour pas mettre le coup de trop, et voilà. Et c'est tellement satisfaisant en même temps. T'apprends à bien faire, quoi. C'est des pièces de monuments, qu'on voit dans les chapelles, dans les églises, dans les gros monuments, dans les châteaux, quoi. Et là, c'est ici, quoi. Ça donne vraiment envie de dire, ouais, je sais pourquoi je bosse, quoi. Voilà. Reviens tout de suite, hein, attends-moi à la nacelle, j'arrive. Est-ce que tu peux venir voir avec moi 2 minutes là, comment on va faire pour clouer les allonges de l'arrière, les 2 dernières, les 2 allonges qui vont aller ici. Et là le problème c'est qu'on va être bloqué pour le clouage, puisque normalement le genou qui reçoit, donc ici, on doit avoir une chapelle pour mettre le clou ici, comme là ici on voit bien la tête du clou. Sauf que là, on a la carcasse ici derrière, les estins qui sont là, qui vont nous gêner, on va pas pouvoir clouer. C'est pas possible. Et comment il faisait au 17e? On n'en sait rien. On n'a pas la moindre idée de comment il faisait à l'époque. On a relativement assez peu d'informations sur la façon dont travaillaient les charpentiers, où ils perçaient, où est-ce qu'ils clouaient. On n'en a pas la moindre idée, et puis c'était pas intéressant à l'époque. Le travail ouvrier n'était pas quelque chose, un savoir-faire intéressant pour eux en tout cas. Et aujourd'hui, la question elle est là. Parce que là si on perce ici, il faut comme ça. Comme ça. De toute façon, on n'a pas trop le choix. J'ai envie de dire, il faut bien la clouer, la pièce. De par derrière, comme on fait d'habitude, on peut pas. Je pense que ça se tente. Allez, on essaye comme ça. Ça me va. Bon, allez. Adjugé j'ai vendu.
Bien, aujourd'hui, là, je me dirige vers Paris pour aller aux archives de la marine à Vincennes, où je vais rencontrer Martina Serra. Elle fait partie de notre comité de scientifiques, donc c'est pour moi aussi la caution du projet. Et donc là, on va aller voir un document qui est un document magique pour moi depuis le début du projet. Je vais dans le Saint Graal, c'est-à-dire que je vais pouvoir toucher de près un document qui a plus de 3 siècles, quoi. L'album Colbert, commandé en 1670 par le ministre de la Marine de Louis XIV. Un ouvrage unique, un document inestimable aux yeux de Christian Cardin pour concrétiser son rêve. Ce prestigieux témoin illustré symbolise la renaissance d'une marine militaire qui ambitionne d'être la première du monde. Bon ben voilà, je crois que 3 siècles d'histoire maritime vont te rattraper, Lamartine. Et oui, d'un seul coup, d'un seul coup. Quel Voilà. bel objet. Notre fameux Colbert, celui que l'on appelle le Colbert, qui retrace toutes les étapes de la construction d'un navire. D'un vaisseau. D'un vaisseau. Voilà. Donc on reconnaît en arrière-plan l'arsenal de Toulon. Et regardez un petit peu les points de détail. Alors vous aviez des types qui étaient spécialisés dans du sciage en long. On voit même la sciure tomber. Hein. Ah oui. On a même le détail de la oui. sciure qui tombe, qui fait un petit tas par terre. Hein. C'est un moment incroyable. Ici, il y en a qui travaillaient sur des allonges, les autres qui étaient à l'âge, qui fendaient. Il y avait des types qui étaient spécialisés dans les fabriques des pièces, quoi. Alors ici, c'est vraiment la technique de fabrication de l'époque. Alors on est encore dans une époque où on ne mettait pas sur plan les principes de construction navale. C'est-à-dire que le charpentier de l'époque, le maître charpentier, exactement comme les bâtisseurs de cathédrales, avant de démarrer son bateau, il avait déjà dans sa tête la fin de la construction. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Voilà, là, on a déjà à l'époque, on commence à voir la coque se former. Là ben, c'est à peu près l'étape où est le Jean-Bart aujourd'hui. Actuellement, c'est ça. Oui. Et je trouve toujours très réussi cette articulation entre la donnée technique, vraiment presque scientifique, et puis cet aspect très esthétique qui vient rendre le document finalement unique. Ça c'est... La mise à l'eau, Regarde. avec un Grand moment. Mais un élément intéressant aussi sur l'ampleur du chantier, le nombre d'hommes que ça requiert, et qui aide aussi à mettre en perspective l'ampleur de votre propre chantier aujourd'hui. Mais on voit bien des petits détails techniques avec ceux qui raidissent en perpendiculaire, qui raidissent le cordage. Ça, il y a plein de petites choses très intéressantes. On n'aura pas ça à faire pour le mettre à l'eau. Non. Alors là, moi, je la trouve adorable, celle-ci. Hein, super, parce que là, on imagine la vie à bord. C'est l'échelle à l'intérieur du Exactement. monde, le monde de l'intérieur. Alors, tout y est. Hein. Normalement, on a les cuisines qui sont là. Vous en bien qu'il y avait une planche où on voyait les animaux. Là, il y a les cages à poules. Oui. On les reconnaît bien. D'ailleurs, elles sont numérotées. On doit les retrouver dans la légende. Et là, c'est des petits casiers, petite étable, on vient la tête de la vache. Et on voit très bien la tête de la vache, en effet. Puis là, ça doit être des moutons. Et voilà. La dernière. Ça, c'est absolument bouleversant, parce que tout y est. Et avec, il est représenté tout canon dehors. Hein, c'est un donc on est à 700 donc personnes. on a 700, 800 hommes à bord, ça dépend, pour faire la guerre. Hein. Tous ces personnages-là, qui sont ici figurés en partie, sont dans un espace qui est extrêmement contraint. C'est quelque chose qu'on imagine mal quand on voit ce genre de dessin extrêmement esthétique. Et puis ils sont tout mignons, ils sont beaux, ils sont habillés, ils sont propres. Il faut essayer de les imaginer au bout de 2 ou 3 mois de mer, hein, sans lavage évidemment, avec une nourriture qui commence à être avariée. Il faut imaginer ces hommes sont totalement épuisés pendant des heures et des heures de navigation et de combat. Donc Colbert, c'est quelqu'un qui va œuvrer véritablement pour la recréation de la marine de guerre. Pour preuve, je donnerai juste un chiffre. Quand il arrive aux affaires maritimes, au moment où Louis XIV prend le pouvoir personnel en 1661, la marine de guerre française compte une 30aine de navires. 10 ans plus tard, ça a été multiplié par 4. Donc on voit l'effort qui a été fait, on voit la prise de conscience, la décision et toutes les applications qui sont liées à cette politique de défense du royaume, mais aussi imposition du roi Louis XIV comme étant un souverain européen qui comptait également sur mer.
Bon, ben on va faire un petit point sur les plans. Voilà, aujourd'hui, on termine complètement nos premières allonges de l'arrière, vont être posées. Donc en fait, il nous reste les premières allonges ici à mettre, à finaliser sur l'avant. C'est complètement, là on est, en fait, plus on avance, plus on est capable de voir dans des documents d'époque la complexité, parce qu'on n'a pas un plan qui est un plan comme chez Ikea qui dit voilà, étape 1, étape 2, étape 3. On découvre plein d'étapes en même temps, et ça va être à Michel, à Jean-Édouard, d'essayer d'ordonner la chronologie pour que ça puisse être matériellement pratique à mettre en œuvre, quoi. On se rendait compte qu'en combinant les planches à bande de Colbert, des devis de construction, les mesures faites sur les épaves, on arrivait à reconstruire en fait la forme, les dimensions et la forme donc, de ce vaisseau. Et ça, c'est pour ça que c'est de l'archéologie expérimentale, quoi, hein. C'est-à-dire une source archéologique, une source iconographique, pour reconstituer le plus fidèlement possible ce qu'aurait pu être des plans pour construire aujourd'hui ce type de vaisseau. C'est toute la charpente du navire. Voilà. Donc là, actuellement, on finalise juste au-dessus de la ligne de flottaison, en fait. Oui. C'est ça. Donc on a encore au moins 1 à 2 ans avant de pouvoir arriver au niveau du premier pont. Ouais. 20 ans après la pose de la première quille, ce chantier d'une vie, estimé à près de 10 millions d'euros, continue sa lente progression. Une dizaine d'années supplémentaires sont au moins nécessaires avant la mise à l'eau de ce monumental vaisseau dans le port de Gravelines. Construire à l'identique l'une de ces cathédrales des mers du XVIIe siècle est un défi quotidien pour ces charpentiers de marine. Ouais, t'es au point qui vient de taper, ce serait pas plus mal. Alors Jean-Édouard. Ah, bonjour Michel, comment vas-tu? Ça va bien? Ouais, t'as fait bonne route? Bonne route, ça s'est bien passé. Impeccable. Donc, il va falloir qu'on voit aujourd'hui ensemble par rapport au plan. Les gars, c'est bon pour vous? Impeccable, c'est bien fait là. Impeccable. Bon, on va se vérifier ça à la taverne. Donc Michel, ouais, par rapport aux données que tu m'as envoyées, donc j'ai modélisé sur AutoCAD les pièces, mais voilà, c'est vraiment ce que ça va donner. Alors là, on travaille sur les pièces de l'avant qu'on est en train de tracer. Avant que la pièce soit taillée, on revérifie avec Michel tous les petits détails au niveau des assemblages, au niveau des dimensionnements aussi. Et pour ça, pour être sûr d'être dans la vérité historique, on va avoir donc, ce qu'on voit sur l'album de Colbert aussi, qui est quand même un document d'époque, même s'il n'est pas très précis et qu'il a été fait par des dessinateurs et non pas des charpentiers marines. Donc il y a quand même de l'imprécision technique dedans. Donc déjà en soi, ces dessins-là sont faux. Les dessins sont faux, c'est bien qu'ils sont faux. Oui, puis là c'est une interprétation. Parce que ils ont interprété par par rapport aux croquis qu'ils ont fait sur place. Après, ces dessins sont faits tranquillement en atelier pour être bien propres. Mais c'est vrai que si on se fie que sur l'album de Colbert, il y a plein de choses, on se dit c'est pas possible. Techniquement parlant, c'est impossible. Ou alors voilà, c'est irréalisable. Ça donne une bonne information, notamment sur les types d'assemblage qui étaient utilisés. Mais après, voilà, il y a quand même de la place à beaucoup d'interprétations. Mais à l'époque, c'est pareil, sur ce genre de vaisseau, les gars, ils faisaient comme ils pouvaient. Des gens du XIe siècle, ils bricolent. Ils bricolent même sacrément. Ils vont avec les pièces qu'ils ont sous la main. Ouais, mais à l'époque, c'était comme ça. Il fallait construire énormément de bateaux, extrêmement vite, pour qu'ils partent en guerre. Donc on ne s'embêtait pas à bien tailler les angles pour que ce soit parfait. En plus, n'ayant pas de plan, c'était vraiment de la construction à l'œil. C'était du bricolage. Nous, aujourd'hui, on ne va pas faire du bricolage. On ne va pas construire le Jean-Bart pour que dans 20 ans, il soit réformé et démonté comme à l'époque. Là, le but, c'est qu'il dure le plus longtemps possible. Plus le travail est bien fait, et plus derrière, on va éviter d'avoir des pièces qui peuvent pourrir ou qui peuvent juste se démancher avec le temps. C'est pas à changer une pièce comme ça. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir la fabriquer. Super, bon, d'accord. Est-ce que tu peux m'imprimer un plan de la 5? Comme ça, on va pouvoir commencer à la tracer. Alors, la 5 de l'avant. Ok, hop. Hop, c'est parti. Hop. Je t'envoie ça. On y va. Et on va pouvoir aller la tracer. Super. Tu viens récupérer les plans là-haut? Ouais. Là, on a un gabarit à l'échelle du Jean-Bart. On peut lâcher. Du coup là, Michel, on est sur la phase 5. Donc juste ici, à peu près là. D'accord. Donc là, le but, c'est de continuer sur l'avant
D'ici normalement juillet-août, on devrait avoir fini toute la partie ici, ouais, toute la zone ici sera terminée. Donc en fait, on est au niveau du premier pont. Okay. C'est ça. Ce sera pas mal. Les choses de faites. Oula. Attention. Achille, tu récupères? Sur le milieu, sur le tir. Hop là. On déroule. Max, tu peux rentrer un peu par là. Stop. Hop. Là, je suis pas mal. Donc c'est en quelque sorte un calque. C'est le même principe. Et donc là, on est précis au 10e de millimètre. Et derrière, si les charpentiers font bien leur travail, la coupe derrière est parfaite et on a une précision qui est vraiment extrêmement importante sur ce genre de gabarit. Quand Jean-Édouard, un jour, m'a annoncé qu'il souhaitait s'impliquer dans le projet, et je me souviens qu'à l'époque, je lui ai dit, écoute, ça c'est ton choix, surtout ne fais pas une telle chose pour faire plaisir à papa. Je lui ai dit, non, ça doit être un choix, c'est quand même des sacrifices de porter des choses pareilles. Non, non, il me dit, j'ai bien réfléchi et je vais donc me former à la charpente marine. Ce projet-là, c'est un peu mon petit frère en quelque sorte, et j'ai jamais pris ça comme un sacrifice. Aujourd'hui, ça me paraît tellement normal de le faire que ce serait peut-être pas normal pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, pour le coup, ça l'est. Et moi, ce qui est aussi une grande motivation, c'est que c'est une énorme fierté. Alors, c'est peut-être un petit peu prétentieux de dire ça, mais on pourra dire on a travaillé sur le plus grand voilier en bois au monde en construction. Et ça, c'est pas rien. Bon, du coup, les gars, là, on se pose les 2 dernières de l'arrière. Ça va être un peu plus complexe que d'habitude. Là, au niveau des perçages, ça va être compliqué. On ne peut pas taper par l'arrière. Il va falloir trouver une solution sur place. Donc, ça va être un peu de l'improvisation. Il y a 2 solutions. Soit on arrive à percer, clouer par l'intérieur, soit il va falloir le faire par l'extérieur, par en dessous. Ce qui risque d'être nettement plus compliqué. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on démonte des échafaudages et qu'on remonte un échafaudage à façon. Donc, on va aller tranquillement. On va prendre le temps d'essayer. Pas de précipitation, il fait beau, on a le temps. Si ça tourne comme la semaine dernière, à 13h, c'est fini. Dans le meilleur des cas. On va tout faire pour. Allez, c'est parti. Tiens, Mathurin, tu vas mettre celui-là. Tu mets un harnais? Ouais, tu mets un harnais. Okay. Bon, allez, les gars, dans le bateau. Ça, c'est parfait. Alors, stop. Vas-y encore, lève, continue. Continue, stop. Maintenant, tu peux descendre à la plomb. Continue tes doigts. Encore. Vas-y, continue. Nickel. Doudou. Alors, stop. Vas-y, continue comme ça doucement, c'est très bien. Hop, on va en pause, continue. Elle va venir se caler. Vas-y, encore. Et stop. Ok, entendu. Ok, bah alors là les gars, on est pas mal. Maintenant le problème c'est plutôt le clouage. Là ça va être un peu plus de tâtonnement. Mais ouais, on va agrandir les chapelles ici. Et on va essayer de percer dans ce sens-là, quitte à faire vraiment une chapelle plus loin, plus profonde. On sera bien plus à l'aise à clouer d'ici. Et je pense que ça peut le faire. Restez avec nous, l'ami. Ouais, là c'est physique là. Mais ce qui est bien, c'est comme on a une bonne équipe, on est plusieurs, on peut facilement se relayer. J'ai presque là. Là c'est bon. C'est dans le fond. Nickel. Il est bien de prendre du recul. Bah ouais, quand t'es dedans, t'as la tête dedans, tu Bah, tu te vois rends pas pas forcément compte, ce que ouais. tu fais. Mais d'ici, c'est. Ouais, non, c'est. Franchement, c'est super. Bah là, cette année, on a bouché. C'est vrai que cette année, on a posé 72 pièces. 2 fois. Cette année. Cette année, 72 pièces. Ah oui. Pas mal. Ah non, mais c'est énorme. C'est énorme.
Et puis on se sent petit. C'est vrai que là, on devient de plus en plus petit. Bon, ça y est, les deux dernières sont terminées là. C'est ça. La Ça 21. fait 20 et 21. 21. L'arrière est bouclé, ça y est. Et la quille a été posée en 2002, j'avais 12 ans. Donc ça remonte. Hein. Donc c'est, on a abattu du boulot. Et là on avance bien. Donc ça, là on va, je pense d'ici l'été prochain, on aura fini. Oui, pour le printemps, l'été prochain, on aura fini la vente. Tout dépend de la scierie et des bois qu'on va avoir. Lui, c'est de terminer ce que j'ai entamé, d'achever l'œuvre portée par le père. C'est ça. L'objectif est le même. C'est les chemins des fois varient un peu, mais on se recroise. Non, et puis on arrive à se mettre d'accord. Je suis persuadé que c'est le lot de toute entreprise intergénérationnelle, familiale, avec leurs fils ou leurs filles, avec lesquels ils ont dû composer entre le renouveau, l'ancien, et puis le tout c'est d'aboutir à un objectif commun. Peut-être qu'après une troisième génération viendra faire fonctionner ceux qu'on a créés. C'est ça. On verra bien. Le futur nous dira. Alors, il y a des boîtes qui sont là-bas. Et moi, qu'on finisse le stock qu'il a, j'ai essayé de rappeler ce que je trouve. Je suis en train de graver mon nom sur une des pièces du Jean Bart, parce qu'après avoir passé 6 mois ici, c'est une chance que nous laisse Christian. Donc de graver son nom, c'est comme ça permet de dire on est passé par là et j'y ai participé quoi. Donc voilà, donc là je vais tout graver et puis après cet après-midi on va lever la pièce et du coup il y aura mon nom sur le bateau. Voilà. J'ai l'impression d'être une petite goutte dans cet océan quoi, parce que voilà, c'est un chantier sur 40 ans de chantier. Moi je suis arrivé, je passe 6 mois, c'est pas grand chose finalement, mais j'ai fait des choses que je referai jamais. Et moi d'y avoir travaillé, je me dis ben ouais, j'ai envie de voir une fois quand ce sera à l'eau, quand ce sera aux fêtes maritimes, quand tout ce que j'aurais donné un tout petit peu et au final de le voir à l'eau, ce sera ouais, c'est vraiment ce que j'attends. Les gars, vous êtes chauds? Allez, c'est parti. Oh, c'est celle de ma tutu. Émotion. Pleure pas, Mathieu. De terminer ce genre de choses, c'est montrer aux gens aussi qu'on peut réaliser nos rêves avec de la motivation, avec du temps et de la passion et des personnes autour qui partagent cette passion. Tout seul, on n'aurait jamais réussi à faire ça. On est à la base d'une dynamique, d'une cohésion humaine qui est extrêmement importante et qui est belle parce que c'est quelque chose qui disparaît de plus en plus. On est dans une société qui est de plus en plus individualiste et là, c'est tout à fait le contraire de ça. C'est l'humain au centre de tout et c'est ça que je trouve magnifique et c'est une très très grande fierté. C'est au minimum le projet d'une vie, mais on ne dit pas de laquelle. Donc c'est une vie collective, c'est la vie de celui qui l'a initié, la vie de celui qui l'a porté, la vie de celui qui va le poursuivre, la vie de celui qui va le terminer. Il faut avoir pour ça presque la philosophie ou l'énergie des bâtisseurs de cathédrales. Celui qui sculptait le porche n'aurait aucune chance d'entendre les cloches à Pâques. Donc je trouve que c'est une qualité rare chez un humain quand il est capable d'imaginer le futur tout en sachant que peut-être il n'y participerait pas à ce futur. Je me dis qu'il y a 30 ans de recul derrière. On voit le Jean Bart, cette cathédrale maritime qui prend corps, qui prend place dans ce décor. Et je me dis que, allez, on approche de l'aboutissement d'un rêve que peut-être je ne mènerai pas moi à titre personnel jusqu'au bout, parce que s'il faut encore une dizaine d'années, on ne sait jamais, mais qui est en train, la relève étant en main par Jean-Édouard, mon fils. Et si tout va bien, dans 10 ans, on se retrouvera tous pour fêter la mise à l'eau du Jean Bart. C'est quand même, je pense,
extraordinaire de faire renaître ce qui a disparu de notre grand patrimoine et que ces grands vaisseaux ont quand même fait la gloire de la Marine de France. Et ça, c'est important que le public puisse voir maintenant à l'extérieur ce que moi j'ai vu et ressenti sous l'eau sur les épaves de la Hougue. Je suis attiré par la